Bienvenue sur Kasayana, le podcast du yoga. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble l'univers de cette voie millénaire. Entretiens, débats, investigations et pratiques, nous vous emmenons à la rencontre d'invités compétents et reconnus. Yogis, philosophes, historiens, écrivains, enseignants et pratiquants. Nous réunirons des profils variés pour retranscrire la pluralité des traditions spirituelles au sein de ce chemin de sagesse et d'ouverture. Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences, pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré au yoga moderne. Épisode que j'ai souhaité intituler « Yoga moderne, dérive ou opportunité », car l'idée centrale sera aujourd'hui de questionner en profondeur la façon dont le yoga évolue à notre époque. Pour cette première émission dans un format conversation libre, je me réjouis d'accueillir 3 invités en même temps. Le premier d'entre eux est Philippe Fillot, professeur de yoga, agrégé d'art plastique à l'université de Reims, chargé de cours sur la spiritualité contemporaine à Paris 8 et auteur de plusieurs ouvrages, Le yoga comme art de soi, paru chez Actes Sud, ou encore Un yoga occidental aux éditions Almora. J'ai également la joie d'accueillir Jeanne Pouget et Zineb Fassi, professeurs de yoga, journalistes et co-créatrices de l'excellent blog Chittavriti, où elles partagent toutes deux leurs passionnantes interrogations sur le yoga. Les conditions d'enregistrement à distance et la façon dont j'ai pu techniquement le retranscrire ne rendent pas totalement compte de la bonne humeur et de l'ouverture dans laquelle s'est déroulé notre long échange. Par ailleurs, compte tenu de sa durée, l'épisode sera découpé en 2 parties. Vous retrouverez donc la suite de cet échange d'ici 15 jours. Dans ce format particulier, j'aurai le rôle de mettre en débat différents sujets, différentes controverses qui animent l'univers du yoga, en laissant bien sûr aux 3 invités la place pour développer leur point de vue personnel, avec leur regard. Un regard, vous le verrez, tantôt sociologique, historique et même politique sur le yoga. Je chercherai volontairement à poser les questions de façon directe, parfois avec peu de nuances, telles que nous pouvons finalement les entendre ou les lire autour de nous, questions qui sont, il faut le dire, souvent présentées de façon caricaturale ou simpliste. Je laisserai ainsi les 3 invités amener des précisions, des nuances, des objections aussi parfois, pointer des incohérences dans ces débats que nous chercherons surtout à mieux contextualiser. Aujourd'hui, nous commencerons par essayer de comprendre pourquoi le yoga est devenu aussi populaire au XXIe siècle alors que plus de 3 millions de Français affirment le pratiquer régulièrement. Nous chercherons ensuite à voir ce que le yoga moderne, plus physique, plus axé sur le corps, nous dit de l'époque que nous traversons, et si cette tendance est finalement normale, souhaitable ou encore même regrettable. Les invités auront ainsi l'occasion de donner leur avis sur la place de la tradition dans la pratique moderne. Nous aborderons ensuite la question épineuse d'une éventuelle appropriation culturelle, avant de terminer ce premier épisode sur la place du yoga dans le retour du spirituel. J'espère que cet échange libre, ouvert, qui sort je crois des sentiers battus, des clichés répandus et autres lieux communs, vous permettra d'enclencher ou de poursuivre vos réflexions sur le yoga moderne. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute et j'accueille tout de suite Philippe, Jeanne et Zineb. Bien, bonjour à nos 3 invités du jour, Zineb, Jeanne et Philippe. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci Vincent. Merci. Bonjour Vincent. Donc pour cet échange sur le yoga moderne, dérive ou opportunité, sous forme de conversation. Donc on inaugure un petit peu ce nouveau format. Conversation que nous souhaitons libre et ouverte. Je me réjouis vraiment de passer ce moment avec vous. Et donc ma première question, elle va être un petit peu plus globale pour savoir déjà dans le contexte que j'ai décrit en introduction, pourquoi le yoga connaît une telle progression. Donc voilà, les dernières études montrent en France et puis en Europe une progression vraiment importante de la pratique du yoga. Soi-disant 10 millions de personnes, mais peut-être plutôt 3 ou 4 millions qui le pratiqueraient régulièrement. Et au-delà de cette entreprise de séduction dont on a parlé dans l'émission précédente, de ces yogis indiens au XXe siècle qui ont cherché à adapter le yoga à l'Occident pour qu'il plaise, et ça a fonctionné. Comment ça se fait selon vous que ce yoga connaisse un tel succès aujourd'hui ? Alors qui se lance ? Vas-y Jeanne. C'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est tellement multifactoriel, mais je pense que l'une des premières raisons, c'est déjà la mondialisation. Et donc, il y a un phénomène de mondialisation culturelle qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a encore quelques décennies, les choses ne circulaient pas autant qu'elles circulent aujourd'hui. Aujourd'hui, tout circule. Les idées, l'information, c'est-à-dire que quelque chose qui était une information qui allait mettre des semaines à arriver à l'époque,
Aujourd'hui, avec un tweet, en quelques secondes, on a accès à l'information. Donc, c'est un peu la même chose pour tout. Et c'est la même chose pour la culture. Donc, en effet, à mon avis, s'il y a autant de pratiquants aujourd'hui dans le monde, en particulier aux États-Unis et puis aussi en Europe, en France, c'est parce que voilà, toutes les pratiques en fait se démocratisent et circulent beaucoup plus facilement qu'avant. Dans un premier lieu, je dirais que c'est une question de mondialisation. Et après, dans un deuxième temps, j'associerais ça notamment à la montée du stress, notamment depuis les années 80. Forcément, l'accélération des phénomènes, l'accélération du travail, le fait qu'on soit de plus en plus peut-être sous pression également. Et face à cette montée du stress, il y a peut-être la recherche de plus d'apaisement. Et le yoga constitue une bonne réponse à ça, me semble-t-il. Il me semble que ce sont deux facteurs assez importants à mentionner. Oui, pour compléter un peu ce que dit Jeanne aussi, c'est vrai que le yoga, initialement, quand c'est arrivé en Occident, c'était quand même l'apanage de personnes plutôt marginales, au début plutôt des occultistes, des théosophes, des cercles religieux un peu ésotériques, enfin pas même qu'un peu, très ésotériques. Petit à petit, c'est arrivé chez les hippies. Alors les hippies, c'est un gros mouvement contre-culturel, mais qui reste malgré tout aux marges de la société américaine et européenne, occidentale, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que le yoga, bah, c'est cité dans le magazine Challenge comme une façon de mieux manager ses employés. Voilà, c'est devenu quelque chose d'extrêmement mainstream. Et je pense que c'est lié aussi à une grosse, on va dire, désésotérisation du yoga. C'est pas facile à dire, mais cette idée vraiment que on a cherché à travers la science aussi à légitimer le yoga, à travers ce que disait Jeanne aussi sur la question du stress. Le yoga, c'est devenu quelque chose qu'on perçoit comme étant thérapeutique. Donc, on va vraiment associer petit à petit le yoga à quelque chose qui va avoir des bénéfices de santé. C'est quelque chose qui a été entamé quand même il y a assez longtemps en Inde avec voilà, des yogis qui vont chercher à mettre en avant ou à étudier de façon scientifique les bénéfices posturaux et sur la santé du yoga. Et je pense que c'est vraiment cette légitimation par la science du yoga, des postures de yoga, des bénéfices santé du yoga, enfin bref, de faire du yoga une discipline thérapeutique qui va jouer aussi sur le fait que ça devient de plus en plus répandu. Et enfin, le fait aussi qu'on ait mis l'accent sur le yoga postural. Donc le yoga, c'était pas quelque chose qui arrivait comme quelque chose de postural en Europe, en Occident. Et petit à petit, l'accent va être mis pour plein de raisons historiques sur ce yoga postural. Et c'est sûr que quelque chose qui est postural, bah, c'est forcément moins ésotérique qu'une pratique méditative ou spirituelle. Et du coup, ça va permettre aussi de se répandre, de se diffuser un peu plus largement, d'accéder à des populations qui sont moins intéressées par le côté mystique et peut-être plus intéressées par une routine, bien-être, voilà, une discipline qui va plutôt amener la santé par le corps. On y reviendra dans l'émission sur cette question du yoga postural. Philippe, peut-être un petit mot? Oui, alors comme disait Zineb, ce succès du yoga a une histoire qui remonte au moins à un siècle en plusieurs phases, des phases successives avec un développement mondialisé de plus en plus important et on passe d'une phase qui était relativement secrète au début du XXe siècle à quelque chose de plus discret dans le contexte de la contre-culture dans les années 60. Et maintenant, c'est complètement affiché et extrêmement visible. Donc, il y a un peu trois phases. Je reprends un peu ces trois phases du sociologue Michel Maffesoli, le yoga secret, le yoga discret et le yoga affiché. Et ce développement mondial du yoga s'est fait au moins sur un siècle. Alors pour ce qui est des raisons de ce succès, donc qui est vraiment progressif, elles sont assez multiples et mélangées, à vrai dire, mais j'en verrai au moins trois principales. La première, ça serait le yoga en tant que, ou la spiritualité, hein, au sens large du terme, en tant que quête de sens. Voilà, le yoga étant une réponse possible, loin d'être la seule d'ailleurs, hein, il y en a plein possibles, à cette quête de sens contemporaine, dans un monde où effectivement il y a une perte des repères traditionnels ou conventionnels qui fait qu'il y a une recherche de sens par les personnes en essayant de construire un chemin personnel.
La deuxième raison, alors on l'a souvent évoqué, et c'est vrai que c'est pertinent, c'est la recherche de bien-être et de santé. Surtout dans le yoga moderne, essentiellement postural, une recherche de bien-être et de santé dans une perspective globale. Santé physique, santé mentale, santé spirituelle, santé sociale, santé émotionnelle, etc. Alors dans un contexte qui met à mal le sujet avec une recherche d'efficacité, de rentabilité permanente. Et la troisième raison qui me semble la plus importante, c'est le besoin de reliance aujourd'hui. Alors c'est un mot qui est à la mode, hein, le mot reliance, comme tous les mots en anse, hein, bienveillance, vivance, etc. Mais c'est un mot qui me semble pertinent, alors qui, curieusement, est souvent employé dans le monde du yoga et du New Age, mais dont on ne connaît pas l'origine. En fait, l'origine, c'est la sociologie. Marcel Bold-de-Bâle, Edgar Morin, Michel Mafosoli qui ont diffusé ce concept de reliance. Et je pense que le yoga vise essentiellement à se relier, hein, c'est l'étymologie même du terme, se relier à soi-même, se relier aux autres, se relier au monde, se relier au vivant aussi, ça me semble aussi quelque chose d'assez important de manière large. Donc voilà, je pense que cette idée de reliance est une des explications de l'engouement pour le yoga, même si ce n'est pas formulé tel quel. Et si je peux me permettre d'ajouter aussi quelque chose, je rebondis au fur et à mesure, mais je pensais aussi au fait que finalement le yoga, c'est aussi quelque chose qui a été adopté, on va dire, par pas mal de personnes. Je parle principalement du monde occidental, enfin dans lequel nous on évolue, hein, mais qui a été adopté par pas mal de personnes qui se disent spirituelles mais non religieuses. Et je pense que le yoga, quand il est arrivé en Occident, quand il a été exporté en Occident par les premiers pionniers du yoga, comme Vivekananda et d'autres, il y avait vraiment cette volonté de proposer une spiritualité qui soit individuelle, appropriable par l'individu et adaptable à l'individu. Alors qu'on sait très bien que le yoga, c'est quelque chose d'extrêmement codifié, d'extrêmement ritualisé en Inde avec une initiation ou des initiations, etc. Quand c'est arrivé en Occident, on l'a présenté à son public occidental comme étant quelque chose qu'on pouvait adapter aux besoins de la personne. Et du coup, forcément, pour des personnes qui vont être en quête, comme disait Philippe, de sens, ça va être une option qui va être attirante parce qu'elle sera peut-être un peu moins poussiéreuse, un peu moins contraignante, un peu moins étouffante, ou elle aura l'air un peu moins conservatrice que nos religions monothéistes que nous, on connaît en Occident. Et donc, il y aura, je pense aussi, cette idée que le yoga, on le voit comme un peu une spiritualité à la carte, entre guillemets, quelque chose qu'on peut adapter en fonction de son contexte, de ses envies, de ses besoins, qui sera moins aliénant qu'une tradition monothéiste peut-être plus institutionnalisée. Merci Zineb. Cette question de la spiritualité justement que propose le yoga, qui semble de prime abord plus laïque, plus ouverte et plus individuelle, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans l'émission. Moi, je voulais vous amener sur une deuxième question. Donc, le yoga progresse, ça c'est une évidence. Il évolue aussi, il change. Et on l'a vu tout au long de son histoire dans les émissions précédentes. Le yoga s'est finalement adapté au fil de son histoire à son époque, à son temps, à ce que les gens souhaitaient en faire. Et aujourd'hui, le yoga qui est le plus pratiqué, on va dire, en Occident, et de façon générale, le yoga qui est plus physique, un yoga qui est effectivement, vous l'avez dit, plus axé sur le corps, plus axé sur la santé, sa dimension thérapeutique, et n'a plus grand-chose à voir avec celui de Patanjali, pour prendre un de ces sages indiens à l'origine des premiers traités, qui pratiquait davantage une assise méditative avec justement des fins de libération spirituelle. Donc, est-ce que pour vous, cette évolution d'un yoga donc plus physique, est-ce qu'elle est positive? Là, je vous invite à la juger d'une certaine façon, avec votre point de vue, bien sûr. Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle parle simplement de l'époque dans laquelle on vit? Est-ce que c'est un accident de parcours aussi? Est-ce qu'on renie un peu la tradition, l'histoire indienne dans cette façon de pratiquer le yoga? Et puis, qu'est-ce que ça nous dit finalement de l'époque dans laquelle on vit? Si le yoga s'est adapté en permanence à son époque, qu'est-ce que nous dit la façon dont on pratique le yoga de l'époque que nous traversons? Moi, je suis dans le non-jugement, donc je ne répondrai pas à cette question, Vincent. Non, je plaisante. Non, il faut juger, discriminer, c'est ça, Viveka. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que, moi, je vais peut-être répondre d'un point de vue assez personnel, et du coup,
Moi, je suis un pur produit du yoga du XXe siècle, c'est-à-dire d'un yoga très dynamique. Je suis rentrée par le yoga, par du vinyasa très fluide, très dansé, très chorégraphié. Et si à l'époque, on m'avait demandé de m'asseoir pendant 10 minutes en méditation, j'aurais fui en courant, en fait, parce que c'était quelque chose dont j'étais absolument incapable. Enfin, l'intériorité était quelque chose qui me faisait extrêmement peur, ou en tout cas qui me paraissait au mieux un peu bizarre. Le fait de ne pas être en mouvement était quelque chose d'extrêmement inconfortable. Et je pense qu'étant aussi un pur produit de mon époque, voilà, très dans l'activité, avec un mental très fluctuant, et puis avec aussi, enfin moi je viens d'un background très rationnel, on va dire. J'avoue que si on m'avait mise directement soit face au texte indien, ou en tout cas si on m'avait proposé une pratique de hatha plus axée dans l'assise, dans la respiration, j'aurais probablement jamais mis les pieds dans ce qu'on appelle le yoga. Donc quelque part, je peux pas renier en fait ce yoga qu'on m'a proposé, qui était un yoga clairement prêt à consommer. C'était des cours d'1 heure et demie, et moi j'étais très contente d'y aller entre mes réunions, ou voilà, dans mon quotidien de jeune parisienne qui pensait qu'elle avait mieux à faire que de s'asseoir. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, en fait, je trouve que, en tout cas sur la forme, je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose qui est un peu le reflet de notre époque. Et finalement, je vois que beaucoup de gens qui se seraient jamais intéressés aux philosophies indiennes, qui auraient jamais pris le temps de se tourner vers leur intériorité, ont pu rentrer dans la richesse de cette pratique par des pratiques très sportives, très fitness, très dynamiques. Donc quelque part, c'est un point d'accroche. Après, la question, c'est quels sont les discours qu'on véhicule dans notre enseignement du yoga. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée en commençant à pratiquer, et c'est ça qui m'a poussée finalement à creuser. C'est que j'étais extrêmement choquée, perturbée, déstabilisée par des discours très développement personnel, très néolibéraux finalement, qu'on diffusait dans le cadre de ces cours-là, un peu quand on veut, on peut, le bonheur est une affaire de disposition intérieure. Moi, je viens d'un parcours de sciences politiques. Donc, je dis, ah non, il y a un truc quand même qui s'appelle la sociologie, enfin voilà, un système dans lequel on évolue en tant qu'individu, mais qui nous détermine. Et donc, moi, ma recherche, ça a été plutôt de voir comment est-ce qu'on peut faire dire des choses pareilles à des textes anciens qui probablement voyaient l'individu de façon complètement différente, la société de façon complètement différente. Donc, j'ai une réponse qui est vraiment une réponse de Normand, c'est-à-dire oui, mais pas trop, mais un peu, mais quand même. Mais je trouve que malgré tout, oui, c'est tout le principe de la démocratisation, c'est que la chose se dilue peut-être. C'est un de mes profs qui disait que la démocratie, c'est comme le taboulé. Il était libanais, et c'était pas un prof de yoga, c'était un prof de géopolitique, mais il disait que la démocratie, c'était comme le taboulé, et que ça voyageait dans le monde, et que c'est devenu très 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 différent de la recette initiale, mais c'est ce qui favorisait aussi sa diffusion. Et donc, j'aurais tendance à dire un peu la même chose pour le yoga, c'est qu'aujourd'hui, on pratique le yoga peut-être ici, mais on utilise le même mot, mais ça désigne pas du tout la même chose finalement. C'est un peu un homonyme de ce qu'on appelle le yoga en Inde il y a quelques milliers d'années. Merci Zineb. Jeanne, Philippe, sur ce sujet? Je vais peut-être rebondir sur cette opposition entre yoga ancien et yoga moderne ou contemporain. Parce que c'est vrai que les deux s'opposent, hein, clairement. Hein. Chez Patanjali, on a affaire à une voie spirituelle, même carrément à une voie mystique. Hein. C'est un texte mystique, hein, le Yoga Sutra. Dans le yoga moderne, on a affaire avant tout, même si c'est assez schématique, à une pratique posturale. Hein. C'est ce que montre le travail de Mark Singleton sur le yoga moderne. Et ce clivage-là, il divise beaucoup le monde du yoga actuel. D'un côté, il y a une vision où des yogis très traditionnalistes. Hein. De l'autre côté, une vision, on va dire, plus moderniste, vraiment en caricaturant les choses, qui fait que certains yogis traditionnalistes, voire intégristes, vont dire aujourd'hui, le yoga est mort. Le yoga est mort, il a été tué. Par qui? Par le yoga fitness. Le yoga fitness mondialisé qui renie complètement la tradition indienne. Bon, c'est assez schématique et assez caricatural. Et il y a beaucoup de malentendus sur l'idée de tradition, en fait, qui est mis en avant, mais qui est souvent très, très mal compris
La tradition, y compris en Inde, c'est pas du tout quelque chose de figé, d'inchangé, comme une sorte d'Inde éternelle qui n'aurait pas bougé depuis 2000 ans et qu'on transmettrait de génération en génération. L'histoire du yoga, elle est faite vraiment de transformation, de rupture, de mélange, d'hybridation, d'invention, de réappropriation. C'est pas du tout linéaire. Donc le propre d'une tradition, c'est d'évoluer. Alors pour répondre à ta question, Vincent, si c'est positif ou pas, la question se pose même pas, c'est ni positif ni négatif. Le propre d'une tradition, c'est d'être un processus d'évolution et qui est très, très pluriel. Et ça, dès les origines, à vrai dire. Oui, si je peux rebondir sur ce que tu dis, en effet, pour moi, c'est presque un faux clivage d'une certaine manière. C'est-à-dire que parler du yoga aujourd'hui et l'opposer avec le yoga de Patanjali, ça n'a presque pas de sens finalement. Parce que si les personnes qui disent ça aujourd'hui se réfèrent au Yoga Sutra de Patanjali, le Yoga Sutra de Patanjali, c'était pas le bouquin qui était lu par la populace, par tout le monde. C'était un livre réservé à une élite sanskritiste qui avait étudié pendant 20 ans le sanskrit à minima, des familles peut-être de brahmanes. Donc les personnes qui diraient ça aujourd'hui ne seraient même pas concernées eux-mêmes par ça et par cette pratique. Donc en effet, si on parle d'une tradition, on parle d'une tradition en évolution et nous, on est le produit de ça, on est aussi l'héritage de ça. Mais ça ne veut pas dire que les choses doivent rester figées. Et puis, comme on en parle souvent avec Zineb, ce fameux argument d'un retour à la tradition est un petit peu, ma foi, un peu fascisant d'une certaine manière. C'est-à-dire, ça doit être comme ceci et pas comme cela. Et nous, on est dépositaires de ce qui est le bien, ce qui est le mal. Et puis, si on pratique le yoga aujourd'hui comme dans le Yoga Sutra de Patanjali, c'est-à-dire il y a 2000 ans, c'est-à-dire que alors on devrait, par exemple, je sais pas, aujourd'hui cuisiner, comme pour refaire référence au taboulé, on devrait cuisiner le taboulé aujourd'hui comme on le cuisinait il y a 2000 ans. Ça veut dire qu'on doit s'habiller comme il y a 2000 ans. Ça veut dire qu'on doit se chauffer comme il y a 2000 ans. Enfin, l'homme a évolué, on espère. Pour moi, ça n'a presque pas de sens en fait d'opposer les deux. Après, ce que je trouve intéressant dans ta question, Vincent, c'est que effectivement, enfin, je pense qu'on est quand même tous les trois de ce que j'ai lu de Philippe et de ce que de ce que je partage avec Jeanne quand même depuis un petit moment par notre blog et puis aussi par les études qu'on a reprises en commun. C'est quand même qu'il y a eu une forme de dissonance un peu à un moment dans notre parcours de pratiquants de yoga ou d'enseignants de yoga sur les discours qui pouvaient être véhiculés au nom du yoga. Une dissonance que ça soit sur les discours très traditionnalistes où on nous vantait peut-être un yoga comme une sagesse millénaire qu'on aurait hérité. Il y a tout bouge dans le monde, mais le yoga, seul objet qui aurait traversé les temps sans se transformer pour arriver miraculeusement dans des salles de fitness avec des leggings et des tapis en PVC. Enfin bon, c'est vrai que c'est un peu, je pense que on a été perturbé par ça. En tout cas, moi, j'ai été extrêmement perturbée par ça. Et à l'inverse, j'ai quand même été, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai été questionnée par plein de choses qui se diffusent dans le milieu du yoga et je pense qu'à ce titre, je ne sais pas si c'est un accident de parcours ou si comme on en parlait un peu plus tôt, ou si finalement le yoga n'est qu'un reflet, finalement c'est un objet culturel qui est inséré dans nos sociétés occidentales et qui à ce titre diffuse les discours, les valeurs aussi qu'on retrouve dans notre société. Et donc on va être, enfin moi j'ai été particulièrement perturbée justement par ces discours autour de la responsabilité individuelle, sur sa propre réussite, sur le fait de trouver le bonheur en soi, qui mettait complètement de côté les conditions matérielles. Il suffisait d'y penser très fort, de faire quelques mudras et peut-être quelques guerriers et puis miracle, on pourrait attirer la richesse, l'abondance, le bonheur à soi. Et par ailleurs, j'ai été aussi extrêmement perturbée en arrivant dans des cours de yoga. J'étais moi-même 4 sup. Bon, je suis pas exactement blanche, mais je suis une femme. Enfin, je correspondais à peu près au stéréotype, en tout cas, de la pratiquante de yoga parisienne, peu ou prou. Mais c'est vrai qu'en arrivant dans les studios de yoga parisiens où je pratiquais initialement, j'étais extrêmement choquée par le manque de diversité, que ça soit la diversité des corps, où il y avait que des personnes minces, soyons clairs, par la diversité effectivement des origines, où je pense que j'étais
j'étais la seule arabe du cours, ou peut-être qu'il y en avait, il y avait deux ou trois autres personnes racisées, mais c'était clairement souvent des cas de sup. Enfin, je voyais pas beaucoup de personnes, en tout cas, qui étaient issues de quartiers plus défavorisés ou de quartiers précaires. Alors évidemment, le prix des cours de yoga à Paris, il joue, il est sans doute pour quelque chose, et j'allais dans des cadres particuliers. Mais quand on regarde un peu le dernier sondage qui est paru récemment là sur les pratiquants, qui sont les pratiquants de yoga, on voit bien que c'est beaucoup de cadres supérieurs, de catégories socio-professionnelles plus. Et donc c'est vrai que ce milieu du yoga, il interroge aussi parce que finalement, on aimerait qu'il soit représentatif de la société dans laquelle on évolue, puisque c'est une solution miracle qui nous permet d'accéder à plus de bien-être, de lutter contre le stress, etc. Mais on se rend bien compte que c'est un milieu aussi qui va perpétuer certains modes de domination, perpétuer certaines formes d'oppression, perpétuer certaines injonctions, des injonctions au bonheur, des injonctions à être en forme, à la santé, à avoir un corps parfait, etc. Et en ce sens-là, je pense que oui, le yoga contemporain ou les milieux de yoga contemporain sont à questionner et sont à remettre en cause, mais comme finalement un reflet, un micro-reflet de la société de manière plus large, quoi. Juste pour prolonger un tout petit peu la question, donc voilà, vous partagez quand même plutôt tous les trois le point de vue d'une tradition effectivement qui n'est pas figée dans le temps, qui évolue nécessairement, comme toute chose par ailleurs, avec son époque. Mais malgré tout, les Yoga Sutras de Patanjali, pour prendre cet exemple que j'avais donné, restent le texte aujourd'hui le plus étudié dans toutes les écoles de professeurs de yoga. De nombreux professeurs qui peuvent aussi tenir ce discours, finalement par ailleurs utilisent aussi ce texte parce qu'il peut apporter aussi d'autres éclairages, même si on ne le pratique pas de façon stricte et rigide. Est-ce que pour vous, ça c'est quelque chose qui est à bannir complètement ? Oui, bien sûr, et rejoignez-nous sur notre page Instagram. Non, parce que là, ça s'appellerait la stérilisation, c'est-à-dire qu'on oblitère complètement les origines, le passé, le contexte, la tradition, pour dire non, tout ça n'a jamais existé, hop, coucou, le 21e siècle, tout a commencé maintenant, ce qui est aussi faux que de dire que le yoga est linéaire et date d'il y a 2000 ans, en fait. Pour moi, c'est deux extrêmes opposés, donc toujours le juste milieu, Vincent. Être contemporain, ça ne veut pas dire nier l'histoire et le passé, hein. C'est vrai. Alors moi, ma formation, c'est en art plastique, hein. Les artistes contemporains, ils sont extrêmement contemporains. Ils parlent du monde contemporain, mais avec une connaissance de l'histoire de l'art, de l'histoire des cultures, qui peut remonter jusqu'aux origines de l'art. Donc il n'y a pas du tout d'opposition entre présent et passé. Mais il faut avoir une connaissance, comment dire, oui, essayer d'être capable de mettre en perspective les choses. Moi, je suis assez positive finalement sur ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'il se passe vraiment une émulation sur justement cette histoire du yoga, sur cette étude des textes. Et je le vois par exemple à travers ce podcast, à travers aussi d'autres plateformes qui émergent. On sent que quand même il y a cette idée de venir recontextualiser ces enseignements, et finalement c'est peut-être ce qui manquait, et c'est ce qui permet aussi de faire le lien finalement entre cette tradition entre guillemets passée et notre enseignement d'aujourd'hui, qui est je m'inscris dans une tradition qui est faite de rupture mais aussi de continuité, et le fait de recontextualiser les textes, de venir réétudier les textes, et aussi de réaliser qu'il y a une diversité immense en fait. Aujourd'hui on parle de yoga, mais c'est complètement absurde en fait quand on se penche un tout petit peu, et je suis vraiment pas une spécialiste comme d'autres que tu as pu inviter, Vincent, sur ce podcast, comme Colette ou Alexandre Astier, mais c'est enfin voilà, on voit bien qu'il n'y a pas un yoga, mais plusieurs yogas. On voit bien qu'ils ne sont pas forcément d'accord entre eux, que c'est une richesse foisonnante en fait de la pensée indienne et des pensées indiennes. Et du coup, le fait de recontextualiser ces enseignements-là, ça permet de pas le mettre dans les oubliettes, mais aussi de leur redonner finalement leur place, et la place qu'ils méritent, et puis d'informer aussi notre enseignement de yoga contemporain. Et tout à l'heure, je parlais un peu, je sais pas si on parle de dérive, ou en tout cas, je parlais de questionner certains thèmes aujourd'hui, ou la façon dont le yoga a été pratiqué, ou des discours qui étaient véhiculés, qui sont des discours finalement très contemporains dans les cours de yoga. Le fait d'étudier ces textes-là, je trouve quand même qu'on peut tirer des grandes lignes
même si c'est des textes très différents, même si c'est des textes d'époques différentes, il me semble que quand même jusqu'à très récemment, le yoga, c'était une pratique de sobriété, une pratique plutôt axée sur le dépouillement, sur l'intériorité. Et ces pratiques-là ou ces grandes thématiques-là, une pratique de lien aussi, comme le disait Philippe, de lien à soi, mais aussi de relation aux autres, de relation au cosmos, etc. Et il me semble que ces pratiques-là, ces thématiques-là, pardon, c'est des choses qui sont dont on peut, sans se référer à une tradition inchangée, on peut venir puiser, en tout cas dans ces thématiques-là, pour abreuver finalement notre pratique contemporaine. Et quelque part, de venir se relier à un certain esprit, sans être fidèle complètement à la lettre, mais se relier à un certain esprit, entre guillemets, du yoga, pour citer le livre d'Isette Ardan-Masquelier, le titre du livre d'Isette Ardan-Masquelier, sans tomber dans un traditionnalisme, et sans tomber non plus dans tout est relatif, le goat yoga c'est super, je vais faire du drink yoga le samedi soir, parce que c'est vrai que faut aussi se positionner par rapport à ça. Je pense qu'un relativisme un peu béat, c'est pas non plus rendre service à cette discipline et à ce qu'on a envie de transmettre. Enfin, peut-être que mes pairs ne seront pas d'accord avec moi là-dessus. Non, je suis d'accord. Je voulais vous poser la question justement, est-ce que le yoga fait l'objet d'une appropriation culturelle? Je crois que c'est un mot que vous avez utilisé, Jeanne et Zineb, sur votre blog Chittavriti. Justement, ce yoga, on l'a vu, en tant que point de vue, il est quand même né en Inde, effectivement. Il est rattaché de près à cette culture indienne, avec tout ce qu'elle comporte de symbolique, de spiritualité, de culture même. Il est, on l'a vu dans le cadre de son histoire, relié aussi de près aux religions présentes dans l'Inde ancienne, et notamment l'hindouisme, avec tout son vaste panthéon. Et même si sa pratique, effectivement, s'est quand même occidentalisée, elle s'est laïcisée de plus en plus, il y a effectivement une branche traditionnaliste, mais il y a, de façon générale, beaucoup de professeurs de yoga qui récupèrent en fait des éléments de cette culture indienne, voire surtout issus de l'hindouisme, avec dans les studios de yoga, on le voit, bien sûr, de l'utilisation des chants de mantras en sanskrit, des statuettes de Shiva ou d'autres divinités hindoues qui sont présentes dans ces cours de yoga. Alors, est-ce que le yoga fait l'objet vraiment, selon vous, de cette appropriation culturelle ? Est-ce que c'est pour vous la marque d'un respect pour une tradition? On a compris quel était votre point de vue. Est-ce que c'est le symbole d'une ouverture aussi à une autre façon de voir le monde, On n'est pas obligé de rester enfermé dans... Et effectivement, on peut recontextualiser un petit peu la pensée indienne avec de la nuance, comme vous l'avez pensé. Puis est-ce que, moi je vous pose la question, est-ce que ça ne vient pas étancher justement cette soif un petit peu d'exotisme et finalement, jusqu'où on peut désindianiser, entre guillemets, et actualiser le yoga? Qu'est-ce qui est pertinent en fait de conserver? Déjà, je pense qu'il faut faire une différence entre l'appropriation, d'une part, et l'appréciation, d'autre part. Moi, quand j'ai appris le yoga en Inde, il y avait des statues de Shiva et les professeurs chantaient des mantras. Ils étaient indiens. En France, j'ai certains profs indiens aussi, d'autres qui ne le sont pas, bon, peu importe. Disons que c'est difficile d'être dans... J'ai pas envie d'être dans le jugement et de jeter l'opprobre à un tel qui fait comme ceci, machin qui fait comme cela, lui c'est bien, un tel c'est pas bien. C'est l'intention qu'il y a derrière et l'honnêteté et l'appréciation qu'on met derrière son enseignement ou sa pratique. Parce que pour moi, quelqu'un peut très bien, je dis n'importe quoi, je reprends l'exemple que tu donnais, être enseignant dans un studio où il y a une statue de Shiva et chanter des mantras et être dans l'appréciation et transmettre ce qu'il a reçu avec beaucoup d'honnêteté, de simplicité, de cœur et d'honnêteté intellectuelle. Et inversement, on peut retrouver exactement les mêmes codes, la statue, le machin, le mantra truc. Et en fait, derrière, c'est juste une forme d'appropriation, c'est-à-dire que la personne ne comprend pas grand-chose de ce qu'elle dit, et c'est juste pour se mettre en valeur, se donner un côté traditionnel, pour revenir à cette question de la tradition, et peut-être assouvir les besoins d'exotisme d'un public en mal, justement, de tradition, et peut-être un peu en perte de repère, et qui a peut-être cette idée qu'aller voir ailleurs, ce sera mieux ailleurs. Mais c'est toujours difficile, en fait, de savoir... de porter un a priori, un jugement sur la pratique d'un tel ou d'une telle. Mais c'est pour ça que, d'après moi, c'est important de savoir avec qui on pratique. Et c'est pour ça qu'à mon sens, le fait d'avoir un prof ou une prof, de rester quand même dans une, je dis une lignée entre guillemets, mais je prends ça avec beaucoup de pincettes, mais
voilà, d'avoir un enseignement construit avec une personne ou avec certains professeurs. On n'est pas obligé d'avoir une personne, il peut y en avoir 2 ou 3, mais avoir un apprentissage et un enseignement construit. C'est ce qui est le plus important, parce que si on commence à les picorer à droite, à gauche, finalement, on ne sait plus qui nous enseigne. Parce qu'on va pas aller poser 1 milliard de questions à chaque personne. C'est difficile de connaître un enseignant. Voilà, ça prend du temps. L'enseignement prend du temps, l'apprentissage prend du temps, et c'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes. Zineb, Philippe? Je vais peut-être continuer sur ce concept d'appropriation culturelle qui fait énormément débat aujourd'hui, hein, y compris dans le yoga. Alors, pour essayer de mettre un peu en perspective les choses, le yoga tel qu'on l'entend aujourd'hui, hein, donc en particulier à l'époque moderne, mais l'époque moderne, c'est toute une histoire qui remonte pratiquement au 18e. Le yoga, c'est vraiment le fruit, bon, je ne vais pas employer le terme appropriation parce que c'est un mot un peu piégé, c'est le fruit d'une interaction entre les cultures, et en l'occurrence entre l'Orient et l'Occident, même si Orient et Occident, ce n'est pas deux blocs comme ça, symétriques ou opposés. Et il y a vraiment un double processus d'interaction dans les 2 sens. C'est-à-dire que depuis au moins le 19e siècle, il y a une occidentalisation de l'Orient. Tout le courant, par exemple, qu'on appelle le néo-hindouisme, des gourous indiens qui sont très, très marqués par la pensée occidentale ou la science occidentale. Et il y a un processus aussi d'orientalisation de l'Occident, alors avec le pire et le meilleur, hein, évidemment, orientalisation de l'Occident qui remonte au moins au romantisme, hein. Et beaucoup de philosophes romantiques étaient tournés vers les penseurs indiens, Schlegel, Hegel, etc. Voilà, donc il y a vraiment ce double mouvement-là, hein, si on veut regarder de manière large ce processus. Et l'idée, par exemple, que tu disais, Vincent, de désindianiser le yoga. Ah, c'est pas mon idée, hein, je la mets juste en débat. Hein. Enfin, le terme que tu as employé, qui peut faire bondir les traditionalistes ou peut-être les modernistes. Ce terme-là, il vient de Krishnamacharya lui-même, un des pères fondateurs du yoga moderne. Il disait il faut désindianiser le yoga. Pourquoi le désindianiser? Pour mieux l'universaliser. Voilà. Donc il y avait une volonté chez les gourous indiens d'universaliser le yoga. Et on trouve ça même dans le Yoga Sutra. Il y a un aphorisme qui dit que le yoga n'est pas dépendant des circonstances et des contextes. Donc il y a une dimension universelle dans le yoga. Alors ça s'oppose évidemment à toutes les revendications identitaires qui s'opposent à cette vision-là. Mais c'est très compliqué, cette question. Bon, alors pour qu'il n'y ait pas de confusion, hein, je précise qu'à titre personnel, je n'ai absolument rien contre les chants de mantra, y compris en sanskrit d'ailleurs, bien au contraire, tant que cela ne relève pas justement d'une simple curiosité ou encore d'une forme de fantaisie. Mais vous le savez, je ne suis pas ici pour donner mon avis, mais pour mettre avec vous en débat différentes controverses, pas toujours simple à aborder. Alors pardonnez s'il vous plaît mon volontaire manque de nuances, hein, et mes questions parfois un peu insistantes qui vous permettent, vous invités, hein, comme vous le faites, de contextualiser, d'amener des nuances, voire même amener de l'unité finalement dans ces positions de principes qui sont contradictoires et qui incarnent évidemment des dogmes parfois un peu rigides. Zineb peut-être sur ce sujet également. J'aimerais juste rebondir sur un point qui est quand même au cœur de la question, il me semble, d'appropriation culturelle, qui est un terrain un peu miné, effectivement. Enfin, en tout cas, c'est pas facile de l'aborder de façon, enfin, c'est pas une question manichéenne, mais je trouve qu'on euphémisme un petit peu parfois ces questions d'échanges culturels, parce que ces échanges culturels, ils sont pas le fruit de rencontres pacifiques et autour d'un petit thé à 4 heures entre l'Inde et l'Occident. Quand on parle d'appropriation culturelle, en général, c'est qu'il y a eu un colon et un colonisé. Et il se trouve que dans cette histoire, c'est l'Inde qui a été colonisée et puis l'Empire britannique à
l'époque, qui était le colon. Et la question, elle se pose dans la mesure où, dans le cadre de la colonisation, on le sait, à part la mission civilisatrice qui était promue de façade, il y avait aussi la question de l'appropriation des ressources physiques, qui ont permis aussi la richesse de nos pays occidentaux et qui fait qu'aujourd'hui, on vit plutôt confortablement alors que d'autres pays vivent moins confortablement. Mais il y a aussi effectivement ce qu'on appelle gentiment des échanges, mais qui sont en fait le fruit de ces rencontres de rapports, dans le cadre de rapports de domination. Et c'est vrai que la question de l'appropriation culturelle, elle parle de ça. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, au-delà de savoir, évidemment, moi, en plus, je suis binationale d'un pays colonisé et de son colon, donc France-Maroc, voilà, je connais ces écartèlements entre guillemets. Donc c'est pas moi qui vais récuser les mélanges de cultures, les métissages, les rencontres, même si elles n'ont pas toujours été volontaires. Mais il y a quand même cette idée de qui en profite financièrement. Et aujourd'hui, le yoga, c'est pas seulement une pratique, c'est aussi une industrie qui génère des milliards en fait de dollars. Et je pense que ce qui peut être mis en avant dans cette question de l'appropriation culturelle, c'est qui profite financièrement de cette industrie et qui n'en profite pas. Et aujourd'hui, je pense que l'Inde commence aussi à profiter entre guillemets de cette industrie du yoga à travers la mise en place de ces fameux ministères du yoga, de l'Ayurveda, etc. Ils essayent de ramener le filon un petit peu à la maison, mais majoritairement cette industrie du yoga, elle est essentiellement captée, en tout cas par les États-Unis notamment, qui est un des plus gros marchés entre guillemets du yoga. Et je pense que c'est ça aussi la question qu'il y a derrière l'appropriation culturelle, au-delà du fait qu'effectivement le yoga a une histoire qui est métissée, qui tire du bouddhisme, du jaïnisme, de l'islam aussi, et puis aussi de la rencontre avec les penseurs occidentaux, qui a eu une vocation aussi à être exporté. C'est vrai que le yoga, finalement, s'il est arrivé jusqu'à nous, c'est aussi le fruit de personnes comme Vivekananda, Krishnamacharya, qui ont voulu, Shivananda, je passe tous les gourous qui sont allés vers l'ouest pour diffuser le yoga, mais ils ont cherché à diffuser le yoga aussi parce qu'à l'époque, ils étaient sous colonisation britannique et que le yoga était aussi un moyen d'affirmer leur supériorité, entre guillemets, spirituelle par rapport à un Occident matérialiste, déchu, etc. Donc tout ça, ça s'inscrit quand même dans des rapports de pouvoir qui, pour moi, ne peuvent pas être totalement occultés. Et c'est vrai que je comprends qu'il y ait une certaine crispation quand on voit que aujourd'hui, finalement, l'argent, il va dans les poches de grandes marques de vêtements de yoga, dans des retraites qui coûtent très cher et qui sont accessibles à pas grand monde. Et puis aussi de voir... parfois, moi, je me demande, par exemple, dans le chant de mantra, c'est une question que je me pose personnellement dans mes cours. Est-ce que je serais à l'aise si j'avais une personne dont c'est la culture, dont c'est finalement inclus dans sa pratique rituelle, entre guillemets? Est-ce que j'aurais pas un peu l'impression de venir un peu singer sa culture ou me l'approprier parce que moi, ça me fait plaisir de chanter des mantras de 6 à 7 parce que je trouve ça formidablement libérateur. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas aller à une chorale finalement? Est-ce que je chanterais pas pareil? Est-ce que ce serait pas formidablement libérateur? Et est-ce que finalement, je viendrais pas ne pas singer ou ne pas folkloriser une culture qui n'est pas initialement la mienne? Et pour rebondir sur ce que tu dis, Zineb, c'est pour ça que tu disais que c'était pas manichéen, etc. Mais tu vois, par exemple, quand tu apprends le yoga en Inde et que la pratique du yoga est absolument indissociable d'un chant de mantra au début et à la fin, d'une puja évidemment, de tout ce qui va avec, et que tu retournes dans ton pays occidental, on va dire la France, mais ça peut être l'Allemagne, ça peut être la Suisse, ça peut être les États-Unis, et que là, du coup, tu te sens obligé d'enlever tous ces éléments culturels pour ne pas choquer ou mettre mal à l'aise un public blanc qui n'a pas l'habitude de ces codes-là. Et moi, cet écart-là, il m'a mis mal à l'aise dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai l'impression de déculturer quelque chose que j'avais appris de cette manière-là et d'essayer de le rendre plus lisse pour le faire passer à un public blanc. Et ça, moi, ça m'a mis mal à l'aise parce que je me suis dit, j'ai appris les choses d'une certaine manière. J'ai pas envie de redire traditionnel une énième fois, parce que ça veut tout et rien dire, mais on va dire dans un cadre indien avec des professeurs indiens, et je devrais, pour plaire à un public occidental, enlever des éléments. Et ça, pareil, pour moi, c'était une question qui pouvait me mettre mal à l'aise, mais dans le sens inverse, tu vois. Oui, justement, jusqu'où on pourrait aller
justement, effectivement, sans parler de tradition, mais voilà, il y a une façon de transmettre le yoga qui existe en Europe et qui existe encore en Inde, avec un certain nombre d'éléments. Est-ce que supprimer tous ces éléments ne voudrait pas dire qu'on est en train de pratiquer finalement complètement autre chose? Mais c'est aussi pour ça que, enfin, pardon, je reviens à ce que je disais au début, mais que la question de l'intention qu'on met derrière, pour moi, est primordiale. Et le fait de savoir avec qui on pratique et pourquoi tel professeur va faire comme ci ou comme ça, je pense qu'en fait, c'est déjà répondre à la question. Parce qu'on peut pas dire ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça, on va mettre un code de l'éthique et alors tout le monde arrête de chanter les mantras. Ou alors on va mettre un code éthique, tout le monde doit chanter les mantras. Parce que du coup, ce serait ridicule et on reviendrait au même problème, en fait, et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc c'est pour ça que je pense que là, c'est le domaine de la connaissance et de l'éthique personnelle, de la connaissance de son enseignant qui va nous donner la réponse finalement. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Jeanne, pour cette idée d'appropriation. L'appropriation, elle peut être positive, créatrice, si elle est faite de manière intelligente, approfondie, cultivée. Alors, ce qui est intéressant avec le débat autour de l'appropriation culturelle, comme le disait Zineb, c'est de mettre en évidence toutes les logiques de domination, hein, culturelle, sociale, financière, etc. Et ça permet de mettre en perspective la pratique du yoga qu'on pratique et l'abordée de manière moins naïve. Donc, je trouve ça vraiment très, très positif. Mais alors, il peut y avoir certains excès à l'appropriation culturelle qui jettent l'opprobre sur telle ou telle pratique, et les choses sont peut-être plus complexes que ça. Mais c'est peut-être une affaire de génération aussi. Moi, je fais partie d'une génération des années 80 où le métissage c'était génial, voilà. Mais on était peut-être un peu utopiste. Hein. Non, mais c'est sûr qu'on commence à remettre en question aussi plein de systèmes d'oppression, de domination aujourd'hui qui étaient peut-être moins remis en cause. On le voit avec tout ce qui se passe autour du patriarcat, qui touche aussi d'ailleurs la sphère yoga. C'est Jeanne qui avait écrit un article là-dessus dans Esprit Yoga il y a déjà pas mal d'années, que j'avais trouvé hyper intéressant. Et c'est vrai que le yoga échappe pas non plus à ces déconstructions finalement qui existent dans d'autres domaines de la société. Et puis finalement, c'est peut-être un emblème aussi de ces déconstructions-là. Enfin, ça devient un peu un stéréotype entre guillemets parce que c'est une pratique qui est née ailleurs et puis qui est arrivée chez nous ici. Moi, j'aimais bien, c'est Mark Singleton, et je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est Mark Singleton qui en parle dans son ouvrage aux origines du yoga postural moderne. Je sais plus s'il le fait à la fin de son bouquin, je sais plus si c'est en conclusion, si c'est une addition à son livre, mais il disait que finalement, on utilise le mot yoga pour désigner plein de choses différentes et qu'il faut pas voir le mot, ce que je disais tout à l'heure, il faut voir le mot yoga comme un homonyme en fait, et pas comme un terme qui veut dire, qui recouvre exactement toute la totalité de ce qu'on raconte. En fait, ce sont des yogas différents. On parle de yoga, mais en fait, ce sont des choses différentes. Ça désigne des choses différentes. Après, c'est vrai que l'appropriation culturelle, c'est quelque chose maintenant aujourd'hui qui sert à réifier ce fameux yoga traditionnel dont on a beaucoup parlé, qui serait l'apanage des Indiens hindous et pas des autres. Et on voit que tout le nationalisme hindou aujourd'hui s'appuie sur le yoga comme un objet culturel hindou pour promouvoir des thèses xénophobes, racistes, etc. Donc c'est sûr que c'est à double tranchant. Et mais pour moi, on peut pas s'économiser ce débat-là sous prétexte que toutes les traditions sont vivantes et qu'elles évoluent. On peut pas ne pas se questionner sur les rapports de pouvoir en fait qui existent dans le milieu du yoga. Merci pour vos réponses sur cette question. Je vous propose qu'on continue, qu'on aille sur la question suivante. Alors, on l'a un petit peu évoqué en filigrane dans les questions précédentes. Moi, je voulais vous demander, est-ce que le yoga est au centre d'un retour du spirituel dans nos sociétés? On le voit aujourd'hui, les hausses de syndromes de stress, d'anxiété, des burn-out, en tout cas une société qui semble en mal de sens, en une forme de crise de confiance, une difficulté aussi pour plein de personnes à trouver leur place. Et souvent, le remède, alors souvent, je généralise pas, mais ça arrive un certain nombre de fois, que ces passages un petit peu difficiles, ces transitions, se traduisent par des prises de conscience, des prises de recul qui amènent
justement du côté du spirituel, comme une façon de retrouver finalement l'essentiel, de retrouver voilà, le mystère de la vie, de l'humain. Vous l'avez dit également, les personnes dans ce cas-là ne se tournent pas vers les religions, puisqu'elles ont cette vision, cet imaginaire en tout cas assez froid, assez dépassé aujourd'hui. Elles sont bien sûr associées malheureusement aussi à des actes d'intégrisme au XXIe siècle. Et donc on va vers cette recherche d'une spiritualité un peu plus douce, un peu plus libre, un peu plus à la carte, un peu plus individuelle, un peu plus ouverte, où on peut même piocher un peu à gauche et à droite pour construire finalement sa propre spiritualité. Et le yoga dans tout ça, quelle place il peut avoir justement dans ce retour du spirituel? Est-ce qu'il peut constituer justement un support adapté pour la vivre selon vous? Quelle place a le yoga dans l'univers spirituel aujourd'hui? Pour reprendre la formule consacrée de Marcel Gauchet, qui parle de désenchantement du monde, il y a cette idée qu'avec le siècle des Lumières, l'avènement de la raison, de la rationalité, les progrès des sciences, des techniques, on a assisté finalement à une vision du monde qui était un peu, à l'avènement d'une vision du monde qui était un peu moins magique et qui a pu laisser apparaître une vision froide, un peu mécaniste du monde, du coup un peu désenchanté. Et c'est sûr que le yoga, il est né, ou en tout cas l'attrait pour le yoga, il est clairement né dans des cercles historiquement qui questionnait un peu cette rationalisation du monde. Et le yoga, il arrivait en Occident, comme le disait tout à l'heure Philippe, l'intérêt pour les spiritualités entre guillemets orientales, elles sont nées chez les romantiques, qui interrogeaient justement la modernité, qui interrogeaient l'industrialisation, qui interrogeaient les idées du siècle des Lumières. Elle est née aussi chez des occultistes, chez des théosophes, dans des cercles ésotériques qui remettaient en cause finalement, cette vision du monde froide, mécaniste. Et c'est le discours qu'on va retrouver chez les premiers pionniers comme Vivekananda, qui vont opposer le fameux Occident matérialiste avec l'Orient spiritualiste. Et c'est la division qu'on va retrouver encore et encore chez les hippies, qui vont se tourner vers le yoga et vers les spiritualités orientales de manière générale, le New Age, etc., dans un rejet finalement de la standardisation qui a été le fruit de l'industrialisation, et qui vont chercher dans ces spiritualités une façon de se relier à la nature, au corps, à la mystique, à un point de vue de santé plus holistique, etc. Donc finalement, c'est vraiment dans l'ADN entre guillemets du yoga qui est arrivé jusqu'à nous, d'être passé finalement par des cercles qui remettaient en cause ou qui interrogeaient cette perte de spiritualité, ou ce désenchantement du monde. Et en même temps, c'est arrivé aussi chez des personnes dans des cercles qui étaient aussi le fruit des Lumières, et qui du coup étaient les héritiers aussi de la question de l'individu qui est autonome, qui est responsable, maître de son destin, qui cherche à se dépoussiérer un petit peu des institutions qui vont être lourdes, pesantes, aliénantes, conservatrices, conformistes, etc. Et qui du coup vont chercher à se tourner vers une forme de spiritualité qui, comme je le disais tout à l'heure, permet un peu de faire son choix à la carte, qui laisse la possibilité aux individus de choisir ce qu'ils ont envie de choisir. Et ça, c'est assez parlant. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Véronique Altglas qui s'appelle le nouvel hindouisme occidental, où elle interroge en fait des pratiquants de yoga, notamment Shivananda et Siddha Yoga, et on voit vraiment dans les discours en fait des pratiquants de yoga cette volonté finalement d'accéder à une forme de spiritualité non contraignante dans laquelle ils peuvent piocher de façon assez libre, sans avoir forcément à se relier à une religion ou à une lignée, ou à quoi que ce soit en fait de plus contraignant, de plus structuré et de plus institutionnalisé. Alors, c'est vrai que c'est bien étudié dans la sociologie des religions, ou la sociologie du spirituel. Le religieux aujourd'hui est à la carte, hein. C'est une affaire de construction personnelle, individuelle. On parle de religion, de religieux hors piste, par exemple, donc il y a cette idée que la spiritualité est finalement indépendante et autonome par rapport aux religieux ou aux religions traditionnelles et institutionnelles. Et ça remonte, c'est pas nouveau, enfin ça s'affirme de plus en plus.
Mais cette autonomisation du spirituel par rapport aux religions remonte finalement au début de la modernité. Et le yoga s'inscrit dans ce grand courant. Alors depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, cette distinction entre spirituel et religieux, elle est exprimée par exemple avec des formules qui peuvent paraître contradictoires, mais qui ne le sont pas, de spiritualité laïque, qu'on trouve chez André Comte-Sponville, chez Edgar Morin, chez le Dalai Lama lui-même, la revendication d'une spiritualité laïque qui soit autonome par rapport aux croyances ou par rapport aux appartenances. Alors dans les pays anglophones, on parle de la SBNR, Spiritual but not religious. Alors mon accent est déplorable, mais l'idée est d'ouvrir à une spiritualité non religieuse. Pas forcément anti-religieuse d'ailleurs, hein, mais au-delà des religions, au-delà du religieux. Michel Hulin, qui est un grand indianiste, parle par exemple de son côté, c'est une notion que je trouve vraiment très très intéressante, de mystique sauvage. Donc une mystique en dehors des cadres religieux et traditionnels ou spirituels. Pas beaucoup de choses à ajouter. En effet, il y avait cette idée de spirituel et non religieux qui me venait à l'esprit. J'aime bien la formule d'Elisabeth de Michelis qui parle de religion séculière. Ça me parle beaucoup pour parler du yoga. C'est vrai que si historiquement les mots religieux et spirituel étaient plutôt synonymes, dans l'usage contemporain, on va plutôt parler de la spiritualité pour faire référence à la vie intérieure de l'individu. Et que le yoga s'entre bien là-dedans. Pour revenir à ce que vous disiez, je suis assez d'accord avec cette idée qu'on est plutôt dans quelque chose à la carte, qu'on veuille y mettre une acception positive ou négative, contrairement aux grandes religions monothéistes où il y avait quelque chose de très globalisant. Peut-être que les nouvelles générations se reconnaissent plus dans cette spiritualité un peu plus à la carte que dans des doctrines plus contraignantes ou conservatrices. Et en même temps, à côté de ça, on observe aussi un retour au fondamentalisme, un petit peu partout d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a aussi deux mouvements opposés. Hein. On dit souvent que qu'on va dans un contraire, on va toujours dans l'autre également. Il y a peut-être aussi un besoin de se définir à travers sa spiritualité. Vous voyez, on va se définir à travers ses habits. Maintenant, on va se définir à travers comment on mange. Hein. Être végétarien, flexitarien, vegan, pescétarien, etc. Et pour moi, la spiritualité, maintenant, ça répond aussi un petit peu à ce besoin de différenciation, de se donner une identité à travers donc ce que l'on mange, comment on se vêtit, mais aussi à travers la spiritualité qui n'échappe pas à ça, parce que c'est une catégorie comme une autre. Donc, oui, il me semble que le yoga est une réponse aussi à ça. Et puis d'ailleurs, la multiplication des styles de yoga répond aussi à ça. Il y a 20 ans, c'est je fais du yoga, tu fais du yoga, il fait du yoga. Maintenant, c'est du vinyasa, vinyasa karma, vinyasa power flow et prana bidule. Voilà. Et on a besoin de s'identifier, de se sur-identifier pour se distinguer. Voilà. Donc, je suis pas en train de porter un jugement, dire c'est super, c'est pas bien, c'est nul, c'est la société de consommation, c'est le capitalisme, c'est génial, c'est fashion. Peu importe. Pour moi, c'est un fait quand on regarde le yoga maintenant. Mais je pense aussi que j'ai l'impression que le yoga a pris aussi une place particulière. Je ne sais pas si ça va avec ta question, Vincent, de la question du retour du spirituel, mais il y a eu aussi moi je vois une dernière phase entre guillemets du yoga qui court un peu, ce que disait Jeanne tout à l'heure, des années 80 jusqu'à nos jours. Elle disait ça par rapport au stress. Mais je vois aussi que dans les années 80, on a assisté à la fin des grandes utopies politiques avec ce qu'on appelle, c'est pas moi qui l'appelle, mais ce qu'on a appelé la fin de l'histoire, avec cette idée finalement que le capitalisme avait gagné et que on ne pouvait évoluer que dans une société capitaliste, pardon. Et donc finalement, j'ai l'impression que les nouvelles spiritualités, elles viennent aussi prendre et combler cet espace-là où on plaçait des grandes espérances. Et une fois qu'il y a eu ces chutes finalement des grandes utopies politiques,
on a eu toute une idéologie selon laquelle les grands changements de ce monde n'allaient plus être le fruit de transformations collectives, de changements sociaux, mais bien le fruit d'un travail personnel, d'un travail individuel. Donc c'est tout le thatchérisme, le reaganisme, etc. Avec cette idée finalement que, et c'était déjà en germe chez les hippies, mais avec toute cette idée que si on veut transformer le monde, la société, ça commence d'abord par soi, que si on veut être heureux, ça commence d'abord par soi, que si on veut être en bonne santé, ça commence d'abord par soi, etc. Et donc finalement, on va remettre dans les mains de l'individu une responsabilité énorme qui est celle de transformer sa vie et transformer le monde. C'est toutes les fables du colibri, moi, qui me sortent par les trous de nez, avec cette idée vraiment que chacun des individus est capable dans son coin de se transformer et que tout ça va finalement mener à un grand changement individuel, la fameuse ère du Verseau dans le New Age, etc. Et finalement, je pense que les spiritualités dont le yoga fait partie, ont aussi pris cette place immense parce que finalement, on manque aussi de perspectives politiques et que du coup, nos besoins de changement, nos envies de monde meilleur, nos envies de vie meilleure, elles passent plus par des transformations sociales, des transformations collectives, la remise en cause de nos systèmes de production, de nos systèmes de consommation, etc. Mais par cette idée que si on fait chacun tous un effort, on va pouvoir accéder à une vie meilleure. Et ça, je le vois particulièrement, dans mon cas précis, et j'ai fait des études en sciences politiques et j'étais dans un master qui s'intéressait aux questions environnementales. Et dans mon master, on est très nombreux à être devenus profs de yoga. Et je trouve que c'est pas anodin, en fait, parce qu'on est nombreux à s'être engagés sur des questions qui étaient des questions collectives, notamment celles de l'écologie, de l'environnement. Et on a tous travaillé dans ce domaine-là, dans des institutions différentes. Et à un moment, on s'est tourné vers le métier de prof de yoga avec à la fois, je pense, les chemins de burn-out, d'épuisement professionnel que beaucoup d'entre nous, je pense, ont connu, que beaucoup d'entre nous ont connu, mais aussi, je pense, avec cette idée que on pouvait trouver du meilleur à travers la pratique de yoga. Et donc, je trouve que la spiritualité, elle prend aussi beaucoup d'espace parce qu'il y a une forte désillusion politique. Merci Zineb pour cette dernière intervention. Merci à Jeanne, merci à Philippe également. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. J'espère que la première partie de cette émission vous permettra de faire naître ou de prolonger des questionnements, des réflexions sur la façon dont vous abordez l'enseignement du yoga. Nous reprendrons le fil de cette discussion dans 15 jours avec d'autres questions nombreuses. Est-ce que le yoga moderne manque de profondeur? Le mot yoga est-il détourné? L'accès au yoga est-il réservé ou non à certaines personnes? Et encore bien d'autres questions qui animent la yogasphère. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et merci encore pour votre écoute.